quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Attention, si vous êtes parent, ce chiffre risque de vous tétaniser littéralement. 80%, oui, 80% des moins de 18 ans ont déjà vu des images pornographiques et près d'un tiers des enfants de 12 ans y sont déjà exposés. Alors il faut le dire, la société prend conscience de cela. Le 18 octobre dernier, la Cour de cassation a donné gain de cause à 2 associations de protection de l'enfance qui demandaient le blocage de 9 sites pornographiques. Mais toutes ces mesures restrictives suffisent-elles pour enrayer ce véritable fléau virtuel ? Au fond, quel est l'impact de la pornographie sur la construction affective de nos enfants ? Question du jour dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF, je vous le rappelle. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir 2 experts en la matière. Thérèse Argot, bonjour Thérèse. Bonjour. Ravie de vous retrouver pour parler de ce sujet lourd de conséquences. Vous qui êtes toujours sexologue, essayiste, qui avez publié donc Une jeunesse sexuellement modifiée ou presque chez Albin il y a quelques années maintenant. Libérée, une jeunesse sexuellement libérée ou presque. Mais modifiée, ça peut être intéressant. J'aime beaucoup ce titre, on pourrait le garder. J'aime beaucoup. Jeunesse sexuellement modifiée. Je devais avoir des OGM dans non, mais il est génial ce titre. C'est un très bon lapsus. Écoutez, vous le prendrez pour le prochain. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour il y a donc en 2020, toujours chez Albin, et surtout le prochain, évidemment, à naître, si je puis dire, chère Thérèse, puisqu'il est totalement en lien avec l'émission du jour. Tout le monde en regarde, ou presque, Comment le porno détruit l'amour, aux éditions Albin Michel, qui sortira donc en janvier, c'est bien ça. Exactement. Voilà, Claude Parisot, bonjour Claude. Bonjour. Ici présent, vous qui êtes thérapeute de couple, formé à la sexothérapie, vous animez des stages de sexualité pour les couples, vous en revenez d'ailleurs tout juste, je crois, à l'instant même. Vous qui êtes superviseur également dans l'approche Imago qui est votre truc, vous êtes l'auteur de cet ouvrage Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago, paru chez Erol l'année dernière. Alors, ces chiffres, vous les connaissez l'un et l'autre. Thérèse Argot, ce chiffre ne vous surprend pas. Moi, il m'a surprise, évidemment. C'est tétanisant. On a l'impression qu'on ne peut rien faire contre ce fléau. Moi, c'est l'impression que j'ai, alors en tant que future maman d'adolescente, maman d'enfant surtout, et puis je me mets à la place de tous ces auditeurs, on a l'impression qu'on est complètement impuissant. Mais je suis plutôt surprise que vous soyez surprise, parce que ça fait quand même des années qu'on en parle et que j'ai l'impression 80%. que... Mais oui, 80%. Et quand vous dites future maman d'ado, attention, un enfant sur 3 en dessous de 12 ans a déjà vu des images pornographiques qui ne sont pas encore adolescents, qu'ils ont déjà été exposés aux images pornographiques. Hier, je reçois un message d'une maman qui me dit que son fils de 3 ans est exposé à ces images-là. En fait, n'importe qui a accès à des moyens de télécommunication modernes, donc qui a accès à Internet, peut tomber sur ces images-là encore aujourd'hui en France. Et donc voilà pourquoi ces chiffres sont alarmants. Mais moi, je m'alarme plutôt qu'on n'arrive pas plus vite dans la protection des mineurs. Et alors, Claude Parisot, vous faites le même constat? Ah bah non, complètement. Je peux pas. C'est en plus Thérèse, elle est vraiment documentée. Je lui fais confiance. Mais moi aussi, je vois, même dans les groupes d'hommes, tu vois, quand je vois le nombre d'hommes, quand on demande de lever la main, sous le secret, le nombre d'hommes qui regardent tous les jours, parce que regarder de temps en temps, c'est une chose. Après, on parlera d'addiction. Ouais. Mais c'est affolant. Ouais. C'est affolant. Et ça commence surtout beaucoup plus jeune qu'avant. Ça, c'est de plus en plus jeune. C'est ça, en fait, votre sujet, Thérèse. Oui, ça veut dire que donc, ce qu'il faut bien comprendre, qu'on mette bien tout le monde à jour sur ces problématiques-là, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de pornographie, on ne parle pas d'adolescents qui sont un peu curieux et qui voudraient savoir ce qui se passe au niveau de la sexualité et qui font des recherches, qui vont essayer de trouver un magazine, une cassette, un DVD pour se renseigner sur la question de sexualité. On ne parle plus du tout de ça et que tous les adultes qui nous écoutent aujourd'hui le comprennent une bonne fois pour toutes. Quand on parle de pornographie aujourd'hui, on parle d'une exposition qui est imposée à des enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps de vouloir être intéressés par la question sexuelle, que déjà ils voient des images à caractère sexuel qui ne sont pas de la pornographie. Je le dis aussi parce qu'on est sur une radio ici avec différentes tranches d'âge qui nous écoutent. Quand on parle de pornographie, on ne parle pas des pages lingerie de la Redoute, je le redis et re-redis. On ne parle pas de magazines un petit peu sensuels, on ne parle plus du tout de ça. On parle d'images qui sont fabriquées pour provoquer instantanément de l'excitation sexuelle en vue de la masturbation et d'images aujourd'hui qui sont à 90% des scènes violentes sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a de la violence sexuelle qui est extrêmement représentée dans la pornographie d'aujourd'hui. Donc que tout le monde s'entende bien, il ne faut pas penser la question de la pornographie avec votre référentiel à votre époque. Tout ça a immensément changé en quelques années avec l'arrivée d'Internet. Et c'est volontairement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement est lui-même surpris en disant « Ah bah attendez, on va interdire des sites, etc. » Mais c'est quand même, c'est étrange cette espèce de positionnement
J'ai l'impression que l'État est surpris lui-même, Mais quoi. ils sont surpris parce qu'en fait, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que si les enfants sont exposés à des images pornographiques, c'est que comme le dit très justement Claude Parizeau, c'est que les adultes en consomment massivement. C'est parce qu'il y a une consommation massive par les adultes de pornographie que les enfants sont exposés. Donc, c'est très compliqué pour le gouvernement, pour les adultes d'aujourd'hui, de remettre en cause un produit que eux-mêmes consomment. J'ai été plusieurs fois à l'Assemblée nationale, combien de fois Ouais. on me dit dans les couloirs, mais vous n'imaginez pas le travail que vous auriez ici à faire. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent ne sont pas toujours très très au clair avec cette question-là. C'est un peu comme un fumeur qui devrait dire la cigarette est mauvaise pour la santé aux enfants alors que lui-même fume matin, midi, soir. Ben, c'est un petit peu compliqué. Et avec la pornographie, je suis désolée de le dire comme ça aussi cash, mais on a un immobilisme parce que les adultes sont aussi consommateurs. Et donc, il y a une sorte de malaise, d'hypocrisie par rapport à ce sujet. On ne va pas trop voir. Voilà. Et, Donc, et voilà. aussi, Donc, oui, Claude. et aussi, il faut savoir que je lisais il n'y a pas longtemps, ça ramène à l'année 378 milliards, j'avais vu, non mais, à l'industrie, tout ça. Il y a une question d'argent aussi, ce qui fait que ça freine certainement, je n'irai pas plus loin, mais ça freine certainement les initiatives pour limiter. Mais alors, l'argent, aujourd'hui, ne revient pas au gouvernement français, puisque la plupart des grosses plateformes sont dans des paradis fiscaux, etc. Et on ne sait pas très, très bien qui est derrière tout ça. Donc, ça ne rapporte pas directement de l'argent à l'État. Ils ne sont pas si gagnants que non, cela, c'est pas au fond, gagnant. Donc, je pense que c'est plutôt pour une question particulier. morale et une gêne par rapport au sujet. Comment condamner un produit qui était quand même le symbole de la libération sexuelle? On a quand même glorifié la pornographie en disant que ça pouvait être très intéressant pour la vie sexuelle des Dans uns et des les autres. années, Dans les années, depuis la libération sexuelle, je veux dire, on a démocratisé tout ça. Et là, aujourd'hui, on commence à dire, ça pose problème. C'est pour ça que c'est compliqué d'un point de vue moral, je dirais, plutôt que Est-ce que tu dirais pas, financier. il y a un truc qui me vient, c'est que la pornographie existe, si on regarde au niveau historique, depuis Ouais. tout le temps. Moi, c'est même pas que la pornographie existe qui me gêne, c'est que, comme tu disais, que les enfants, sans le choisir et qu'ils c'est aient ça qui est des terrible, images, c'est la passivité, parce qu'après, finalement. c'est ce qu'on en fait derrière, c'est-à-dire qu'il y a des groupes aujourd'hui même de parole, il y a des ados qui sont reçus, quand il y a un suivi, quand les jeunes peuvent mettre des mots et qui puissent avoir un accompagnement. Mais aujourd'hui, ils ont ces scènes brutales sans aucun accompagnement et ça fait des vrais traumatismes. On les parce que retrouve c'est chez ça vous le quelques sujet. années plus tard, Mais Claude, complètement. avec des problèmes affectifs. Alors, le thème de Complètement. l'émission, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces enfants, Thérèse Zao, Claude Parizeau. Thérèse, pourquoi, au fond, alors je suis désolée, ma question est un peu choquante, mais quand même, mettons les pieds dans le plat immédiatement dans cette émission. Comment d'abord, comment l'addiction peut se créer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce si grave, au fond? Pourquoi est-ce si grave? Alors, Dès l'âge de 3 ans, de ouais, tomber là-dessus, qu'est-ce qui se passe? plus. Donc en fait, le principe, la gravité de la situation par rapport à la pornographie, c'est qu'on va imposer à des enfants ou des adolescents une expérience sexuelle alors qu'ils ne sont pas encore en mesure de poser leur consentement. Je m'explique. On ne regarde pas de la pornographie en prenant une tasse de thé à la main. C'est son sexe qu'on tient, qu'on touche en vue de la masturbation. Je viens de l'expliquer juste avant. La pornographie, c'est un support à la masturbation. Jusque-là, voilà, c'est ce que c'est. C'est-à-dire que quand on voit ces images, il se passe un phénomène très très étrange. Avec son intelligence oui, avec sa réflexion, on se dit c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. L'enfant sent tout de suite qu'il fait une bêtise. Il le sent quand même? Il le sent. Il dit c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. Émotionnellement, avec son cœur, avec ses émotions, il ressent plutôt des émotions telles que du dégoût ou de la gêne. Et avec son corps, il ressent de l'excitation sexuelle. Et Même un l'excitation enfant? sexuelle, bien sûr qu'un enfant. Même un enfant. Et l'excitation sexuelle, c'est agréable comme expérience. Et le plaisir sexuel qui peut se donner est très très agréable. C'est-à-dire que là, il se passe un phénomène très étrange parce qu'il y a une sorte de décalage entre sa tête, son cœur et son corps. C'est comme si les câbles internes avaient disjoncté. Normalement, c'est relié. Je vous donne un exemple. Je vous tends une pomme et cette pomme, elle a des taches brunâtres et elle a un verre qui sort de la pomme, d'accord? Donc, avec votre intelligence, vous dites, oula, cette pomme, elle est pourrie. Si je vous l'attends encore un peu plus, vous allez dégoûter. Vous dites, non, je ne veux pas la manger. Et quand vous allez la manger, vous allez la recracher en disant, ah, mais c'est absolument dégoûtant, cette pomme. J'ai une sensation désagréable. Donc, entre la tête, le cœur et le corps, c'est unifié. Je pense que c'est pas bien, je ressens du dégoût et la sensation corporelle est désagréable. Mais c'est pas ce qui se passe avec la pornographie. Avec ma tête, je me dis que c'est pas bien, je ressens du dégoût, mais l'expérience corporelle est agréable, voire très agréable. Et c'est ça qui fait disjoncter tout dans la tête de l'enfant, qui le rend incapable d'aller dire après à papa, maman, j'ai vu des images bizarres sur mon téléphone. Pourquoi? Parce qu'il se sent coupable d'avoir fait quelque chose de mal. Ils me disent tous les jours, parce que moi j'interviens tout le temps chez les jeunes en lycée, en collège et lycée, ils me disent toujours, madame, on va pas parler de ça à nos parents, on a l'impression d'avoir fait une bêtise. Donc ils se sentent coupables comme s'ils avaient fait une bêtise.
Et puis, ils ont un sentiment de honte et de gêne parce qu'ils ont éprouvé une sensation agréable sur quelque chose qui les dégoûtait. Et donc, quand on se sent coupable, quand on se sent honteux, quand on se sent gêné, ce qu'on fait, c'est qu'on s'enferme dans le silence. On n'en parle pas. Et on reste tout seul avec ces images qu'on ne comprend pas. Comment c'est possible d'avoir éprouvé une sensation agréable sur quelque chose qui me dégoûte? Je ne peux pas comprendre ça quand je suis enfant. Et adulte non plus, on ne peut pas Et toujours donc, comprendre. on commence une espèce de cheminement de la dissociation, c'est ça? C'est Oui. ce qu'on appelle, Oui. je crois, en psychologie de base. Et c'est en je cela crois. qu'on peut parler de traumatisme. Et donc, je disais aussi une forme d'abus sexuel. Hein, moi, je parle beaucoup de viol de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on impose viol cette de expérience l'imaginaire. à des enfants qui ne sont pas capables de pouvoir la gérer et la vivre. Donc, c'est une question de traumatisme. Mais je peux parler de mon... C'est marrant parce que j'ai du dégoût. De Ça ta fait longtemps, réseau. moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que je l'ai écrit dans mon livre. J'ai été abusé moi à l'âge de 2 ans et il y en a eu beaucoup jusqu'à l'âge de... J'ai pas souvenir de tout. Juste parce que mes parents étaient... C'est pas mes parents, c'est un prêtre. Mais... Et des amis de la famille parce que mes parents voilà, étaient assez naïfs et ont laissé rentrer du monde. Mais quand tu parles de la pornographie là, ça me fait le même effet. C'est-à-dire, c'est comme un viol. Je veux dire, la pornographie, c'est le même que il doit j'accompagne aussi des personnes et des jeunes filles qui ont vécu ça et c'est exactement ce que dit Thérèse. C'est-à-dire qu'il y a, on sait que c'est pas bien, il y a plein de choses, et en même temps il y a du plaisir dans le corps, ce qui fait qu'elles pensent que c'est elles-mêmes qui ont créé ça. Ça va jusque-là quoi après. Et je pense que dans la pornographie, c'est exactement la même chose et c'est ça qui crée pour moi le gros trauma. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça là, mais je disais dans le stage sexualité, parce qu'on parle entre hommes, après entre femmes aussi. Puis les hommes qui disaient, oui, il y a les femmes qui ont été abusées, il y a les femmes qui n'ont pas été abusées. Moi, je pense même qu'il y a 3 catégories. Il y a les femmes qui n'ont pas été abusées, il y a les femmes qui ont été abusées et qui ne travaillent pas sur elles, et il y a les femmes abusées qui ne vont jamais se faire aider. Et ces femmes-là, moi je le dis dans les stages, si vous ne vous faites pas aider, vous ne pourrez pas avoir une vie sexuelle épanouie. C'est vraiment un vrai trauma, ça demande des années de travail. Et peu de gens le font et c'est encore tabou. Et puis des petits garçons qui sont de futurs hommes aussi, parce que vous ne l'avez pas mentionné dans votre typologie. Oui, tout Il à y a fait. aussi Et les hommes qui ont été abusés enfants, ça, qui c'est fait des encore plus ravages tabou. aussi. J'ai fait un mémoire, il y avait un ami qui faisait un mémoire là-dessus quand j'étais en maîtrise de psychosociologie au Québec, et qui, lui, il a eu beaucoup de mal à finir sa thèse, parce que c'est quelque chose qui est pas reconnu, puis que c'est très tabou. Mais je parle là, moi, des abus, mais la pornographie, ça fait les mêmes dégâts, et c'est là qu'il y a une nécessité de faire quelque chose. Ouais. Et Ce que fait on bien a l'impression que Thérèse. même certains racontent que dans les écoles, c'est devenu presque, il y a une espèce de normalisation, une sexualisation à outrance. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est la réalité, Thérèse? C'est la réalité. Moi, j'interviens, donc je vous dis, au moins chaque semaine dans des lycées. Et à chaque fois que je fais une intervention sur ce sujet, j'ai l'impression que c'est la première fois de leur vie qu'on leur dit que la pornographie pose problème. C'est-à-dire que c'est tellement normalisé, tellement banalisé, qu'une intervenante extérieure vienne leur expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi ça a des effets négatifs sur leur vie. Ils tombent des nues, quoi. C'est-à-dire, ah bon, et lorsque je me précise, enfin, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'ils me disent, en fait, c'est comme si tout ce qu'ils pressentaient intuitivement, ils sentent bien au fond d'eux que ça leur fait pas du bien, que c'est pas bon. Et en même temps, le discours ambiant banalise complètement à outrance cette consommation de pornographie. Que quelqu'un leur dise, non, mais en fait, je comprends que vous ne vous sentez pas bien, parce que ce serait normal que vous ne vous sentez pas bien avec cette consommation-là. Ils se sentent comme soulagés d'éprouver un dégoût, un malaise par rapport à la pornographie. Parce que vraiment, on a banalisé, on a normalisé cette consommation. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Donc, que faire les petits bouts, les parents qui nous écoutent, qui sont complètement affolés, qui ont des enfants? Vous avez parlé de l'âge de 3 ans tout Oui, à l'heure. n'importe quel âge, Qu'est-ce vraiment. qu'est-ce qu'il faut faire c'est pour ces âges-là? Donc, Déjà, faire attention aux écoles, faire attention aux écrans, faire attention à tout. pas attention à tout, mais en fait, déjà, sortir de sa naïveté en tant que parent. Ouais. Donc, c'est très bien d'écouter cette émission. Écoutez-la Écoutez-nous bien, jusqu'au bout. auditeurs. Voilà, écoutez-la et faites-la écouter à vos amis. On arrête de sortir d'une espèce de naïveté sur ce sujet. Quand on est parent, on a 2 responsabilités, c'est de protéger nos enfants et de les aimer. Et protéger nos enfants, je sais, moi je suis moi-même maman de 3 enfants, parfois c'est très ingrat comme tâche parce que ça demande un certain contrôle de l'utilisation, entre autres, des écrans. Alors, il ne faut pas non plus être psychorigide à tout canaliser et tout contrôler, pardon. Mais par contre, on est obligé de quand même avoir ce rôle de protection de nos enfants. C'est-à-dire qu'on regarde à quel moment est-ce qu'ils regardent des images. On contrôle leur temps d'écran, on les laisse pas dormir avec un iPhone, un ordinateur dans leur chambre. Et La on plupart met du temps, ça tombe comment? des filtres aussi, ça commence comment? Oui, voilà, ça commence comment? Ça commence par un vulgaire dessin animé qu'on regarde sur YouTube. Quels sont les retours que vous avez
rencontre passive avec, si je puis dire, pour un enfant de 3, 4, 5, 8 ans, avec des images pornographiques. Mais il y a plein d'histoires, ouais. C'est des pop-up. Non, mais Ouais, je c'est veux vrai. dire, c'est même quand on regarde un dessin animé aujourd'hui sur Internet, il faut comprendre qu'il y a des pubs liées à la pornographie tout le temps. Donc ça vient. Donc à un moment donné, il clique. Mais comme je disais, à 3 ans, on peut être confronté à des images dont notre système n'est pas prêt à, je veux dire, à digérer, à le traiter. Notre cerveau n'est pas formé. Et c'est ça qui est On grave. fait Alors, hyper attention avec les plateformes, par exemple. Le type de plateforme, on fait attention déjà à ça. Parce oui, mais que... même s'il y a ça, imaginons à la maison. Et c'est vrai qu'à la maison, on peut. Mais les enfants, ils vont aussi 8 heures par jour à l'école. Et à l'école, on ne peut pas. Et quand on ne peut pas contrôler ça, bah, Bah, à l'école, il n'y a pas de téléphone, normalement. En non, principe. Hein. si, Bah, dans ils ont les- des téléphones de plus en plus tôt. Si, Donc si, là, il aussi, faut faire attention à ça. Prendre les écoles, si on peut, choisir une école où il n'y a pas... On se renseigne sur les présences... Je suis désolée de le dire. On est libre de dire ce qu'on Alors, veut ici. En fait, il y a, Mais, il y a- je pense que la protection, elle est sur donc, différents aspects. À la fois le contrôle, évidemment, des moyens de télécommunication. On est obligé, c'est notre job de parent. Voilà, c'est tout. Mais aussi, l'autre chose, c'est de pouvoir en parler à ses enfants. Et ça, c'est un point très important. Et je sais que là, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent peuvent être peut-être un peu mal à l'aise en disant comment est-ce qu'on va parler de ce sujet à nos enfants. Vous pouvez en parler de manière très simple. Tout à l'heure, j'ai écouté à la radio une émission qui parlait de la question de la pornographie. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Et vous parlez, vous T'es à commencez comme quel ça. âge? Alors, à partir de 7-8 ans, vous pouvez commencer D'accord. à en Carrément. parler. Mais oui, bien Eh sûr. oui. Comme vous parlez de la cigarette, comme vous parlez de l'alcool, comme vous parlez de la drogue et comme vous parlez de toutes les problématiques D'accord. qui sont dans notre société. Mais vous pouvez profiter de cette émission pour en parler. Ah tiens, j'ai entendu qu'on disait ça. Est-ce qu'on en a déjà parlé dans ton école? Est-ce que tu as déjà entendu ce mot-là? Ça te dit quelque chose? Tiens, je vais t'expliquer ce que c'est, le mot. Et puis si tu entends parler, tu sais que tu peux toujours Qu'est-ce m'en qu'on leur parler. dit, Ben, on Thérèse? leur explique ce que c'est. Ce sont des images qui sont fabriquées pour provoquer de l'excitation sexuelle. L'excitation sexuelle, c'est pas un gros mot de dire ça à ses enfants. On peut dire ça. Ça D'accord. veut dire qu'on ressent comme ça quelque chose dans son corps. Alors, en fonction de l'âge, on peut plus ou moins préciser les choses. Et puis, en fait, ces images, elles sont fabriquées pour qu'on aille les regarder encore et pour que des gens puissent gagner de l'argent parce qu'on va aller voir ces Pour images-là. l'expliquer, en fait. Et donc, c'est très important de redire aux enfants dès le plus jeune âge que c'est fait pour gagner de l'argent. C'est pas fait pour leur faire du bien. C'est fait pour les rendre prisonniers d'une industrie qui va faire du profit par un Mais phénomène ça refroidit. d'addiction. Ça refroidit quand Oui, on c'est leur dit vraiment ça, d'expliquer ça. Voilà, Ouais. c'est pas fait pour nous expliquer comment on fait les bébés ni comment est-ce qu'on fait l'amour. Bien au contraire, c'est fait pour gagner de l'argent. Eh bien, je vous propose de nous séparer quelques instants. Respirons en compagnie de Frédéric Chopin et cette valse numéro 6, opus 64, numéro 1. À tout de suite. Et voilà pour Chopin, à l'heure où nous parlons de la pornographie et de ses ravages sur l'enfance et l'adolescence, et puis bien sûr toute la vie. Quel est l'impact de cette pornographie sur la construction affective précisément des enfants? On en parle aujourd'hui avec Claude Parisot, thérapeute de couple, qui anime régulièrement des stages de sexualité pour les couples. Lui qui a écrit cet ouvrage « Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago chez Erol », et Thérèse Ergo, sexologue essayiste, qui publiera dans quelques mois, poignée de semaines, on peut le dire. Tout le monde en regarde, ou presque. Comment le porno détruit l'amour chez Albin Michel, qui sortira donc en janvier. Elle qui a également écrit il y a quelques temps Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, toujours chez Albin, et qui organise des stages régulièrement, qui intervient dans les écoles, dans les lycées surtout, Thérèse Ergo, je crois, justement pour parler des dangers de cette fameuse pornographie. On parlait à l'instant effectivement des écoles, comment prévenir en fait tout ça. On ne peut pas tout contrôler, Thérèse. C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler quand on est parent, mais on peut quand même faire intelligemment les choses, essayer de préserver nos enfants en amont, c'est-à-dire en leur expliquant pour éviter qu'ils tombent dans ce piège. C'est ça que vous nous avez dit avant de nous séparer il y a quelques instants. Vraiment, le plus important, c'est qu'il faut absolument que la pornographie cesse d'être un sujet tabou au sein des familles, au sein des écoles et au sein de la société. On peut en parler exactement comme vous parlez de la cigarette, exactement comme vous parlez des ravages de l'alcool. De la même façon, c'est pas parce qu'il s'agit de sexualité qu'en un coup tout le monde doit être pétrifié à l'idée d'aborder ce sujet-là. C'est exactement le même problème d'addiction et puis de tout ce qui va en découler. Parce que même Donc, si on voilà. enferme nos enfants dans des écoles, alors Non, pourquoi ça sert pas à rien. contrat, privé d'écran, etc. De toute façon, Non, ça c'est viendra par impossible. la fenêtre. Ah non, c'est impossible. Ça Vous viendra pouvez par la mettre fenêtre. votre enfant dans les écoles les plus privées du monde, avec le cercle religieux le plus rigide du monde, bien sûr qu'il pourrait en consommer. Donc ça Comment ne sert à rien, Ah. parce qu'aujourd'hui, personne
ne peut être, protégée par l'arrivée de la pornographie. En tant que telle, la protection, elle doit être intérieure, elle ne doit pas être extérieure. La protection, c'est les renforcer à l'intérieur d'eux. Ça veut dire, on peut parler de ce sujet-là, on parle de sexualité, on explique ce que c'est, et que l'enfant se sente armé au niveau de ses connaissances liées à la sexualité pour faire face à ces images. Et ça, vous êtes tout à fait capable de le faire. Et quand la protection, elle est intérieure, ils peuvent dépasser ça. Ils vont être exposés, partie du principe que c'est assez certain que votre enfant va avoir des images pornographiques, mais il peut ne pas tomber dans le traumatisme et être avec tous les effets négatifs dans sa vie s'il y a un dialogue, si on en parle et qu'il n'est pas seul avec ça. Voilà, c'est ça la solution, en parler et être à l'aise avec ce sujet auprès de ses enfants. Claude Parisot, vous souhaitiez... Oui, non, mais je disais que c'est ça, c'est de l'éducation. Moi, je fais plus avec des adultes aujourd'hui, mais je vois bien dans les stages combien on a une fausse image de la sexualité. Je crois que c'est le domaine où il y a le plus de croyances limitantes et de fausses croyances. Mais donc, moi, mon but, c'est aussi d'apprendre que la sexualité, c'est pas une pulsion. Si, par exemple, un homme, il a une pulsion, C'est encore ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce que c'est, mais pardonnez-moi. Hein. s'il a envie, comment? C'est encore ce qu'on dit aujourd'hui, pourtant, que sexualité est une pulsion. Enfin, je suis désolée, Ah j'ai oui. noirci le trait, Oui, mais... oui, non, mais on dit plein de choses. De toute façon, moi, je veux dire, c'est pour ça que je fais ça, que je veux dire, et je vois en peu de jours, en 4 jours, les transformations que ça crée, parce que ça, c'est à deux. Moi, je fais ça avec les couples, parce que c'est bien d'éduquer les hommes d'un côté, mais c'est bien que les deux puissent se parler, puissent se comprendre et parler la même langue. C'est que la sexualité, s'il y a une pulsion, l'homme, il va s'en occuper de son côté. Sa femme, elle n'est pas là pour comment dire, assouvir sa pulsion. Après, s'il y a un désir, là, et comment je l'exprime, et comment on en parle, et comment ça se passe chez les hommes et les femmes, notre sexualité, en plus, comment dire, le désir, il est activé de manière différente. Chez une femme, le désir, il est activé par la connexion, par la communication, par le fait de passer des moments temps, de passer plein de moments ensemble, et ça va ouvrir le sexe. Chez l'homme, c'est le contraire. Lui, il a besoin de se sentir désiré. C'est-à-dire que lui, ça passe d'abord là pour pouvoir ouvrir son cœur. Mais c'est juste de comprendre comment ça marche, mais que c'est pas contradictoire, c'est juste que c'est deux façons différentes et en fait on veut la même chose. Et dans les stages, quand on explique que ça peut, que déjà c'est apprendre à ralentir, que de sortir de la pulsion et qu'on n'est pas obligé d'avoir du désir par exemple pour faire l'amour, on n'est pas obligé d'aller à l'orgasme. L'orgasme c'est juste une dictature. Je veux dire, c'est une vraie dictature l'orgasme. Ben oui, parce que c'est toujours chez l'homme, c'est je vais aller à l'orgasme. Il est déjà dans le début de la relation sexuelle, c'est emmener la personne à l'orgasme. Mais l'amour, c'est être dans l'instant présent, c'est être dans les sensations, c'est être dans la connexion, c'est d'être dans le ralentissement, c'est tout un chemin. Et si on est déjà sur l'issue, là j'en parle en 2 secondes alors qu'il faut en parler en 4 jours, donc je vois que je fais beaucoup de raccourcis, mais le but c'est juste qu'est-ce qu'on fait pour arriver là, et en fait, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais eu cette chose-là. J'ai jamais pensé que faire l'amour ou être efficace ou compétent, parce qu'on aime bien être compétent nous les hommes, c'est d'emmener ma partenaire à l'orgasme. Moi, ce qui était plus important, c'est le moment qu'on passe. Puis, si on arrive à l'orgasme, c'est super. Mais s'il n'y a pas d'orgasme, c'est pas grave non plus. Tout le chemin était super aussi. Si je me libère de ça, il y a quelque chose qui en tant qu'homme, là je parle vraiment pour les hommes, il y a quelque chose qui s'assouplit à l'intérieur, il y a quelque chose qui est joyeux, il y a quelque chose qui est plus complet, je sais pas, quelque chose qui est en relation. Et quand je peux être en relation, ben là, il y a une ouverture qui se fait en face. Il est vrai qu'on est visiblement à 100 000 lieues, voire plus, de ce que procure, de ce que nous offre à voir finalement la pornographie. Oui, quand on entend ça, exactement. Alors là, franchement, c'est le pôle nord, pôle sud. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, il y a à la fois la sexualité relationnelle dont vient de parler Claude, et puis la sexualité pulsionnelle qui est mise en scène par la pornographie. Et cette sexualité qui cherche donc dans un devoir de jouissance, un devoir de performance, de réussite, d'efficacité, etc., qui vient s'introduire dans la sphère intime, qui au départ, la sexualité nous permet, nous, entre les êtres humains, de créer de la connexion et de créer justement de l'amour. Donc effectivement, on est tout à fait dans deux planètes. Alors c'est ça qui est assez compliqué parce que la pornographie qui est omniprésente à la fois sur Internet, mais aussi qui a donné ses codes à la publicité, aux séries, à la musique, aux clips, bref, à tout l'univers culturel. Moi, j'aime bien parler de culture porno dans lequel nous baignons tous. Eh bien, sans s'en rendre compte aussi. Sans s'en rendre compte. Ouais. Toutes les publicités qu'on voit ont vraiment pris les codes du porno, etc. Les émissions, télé, radio, on entend des références à cet univers-là. Et je vous dis, dans les films, c'est quasi systématique, omniprésent.
Et donc, on est influencé par cette façon-là d'envisager la sexualité qui a mis lieu de notre désir du cœur. Notre désir du cœur, il est de connecter. Donc, il y a une dissonance aussi parce que on nous entraîne vers cette sexualité-là très pulsionnelle, alors qu'on veut, je pense, au fond de nous, une sexualité relationnelle où on se sent aimé et où on aime. Donc voilà. Donc, c'est pour ça que quand on propose autre chose, comme tu viens de l'expliquer, Claude, je crois que ça touche et ça donne envie. Mais quasi personne n'entend ce message-là, puisque Ouais. on est pris par le bruit incessant du porno, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut intervenir dans les écoles, c'est pour ça qu'il faut faire de la prévention, c'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation sexuelle, pour montrer que la sexualité peut être autre chose que cette représentation-là qui est faite. Parce que si c'est la seule représentation de la sexualité, forcément que ça va influencer les La construction enfants. affective des enfants. Pour le coup, Exactement, on y est qui dans vont notre sujet. après, qu'ils le veuillent ou non, reproduire ce qu'ils ont vu. Parce qu'il y a aussi une croyance pour celles et ceux qui regardent des images pornographiques, c'est de se dire, mais moi, je suis tout à fait capable de faire la part des choses. Non, mais c'est bon, on m'a expliqué que le porno, c'était pas comme ça dans la vraie vie. Je sais faire la part des choses. Alors là, c'est souvent un propos de lycéens. Je vois beaucoup de lycéens, ils sont là, mais non, mais vous inquiétez pas, madame, il n'y a aucun On problème. sait ce qu'on fait. Moi, je sais ce que je fais, etc. Mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible de faire la part des choses Pourquoi entre ce qu'on voit et ça va influencer notre vie sexuelle. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous regardez une émission comme koh, tout le monde voit ce que c'est koh sur TF1, un jeu de télé-réalité. Il y a toujours, dans le salon, là, on regarde la télévision, l'équipe dans la famille qui dit « Ah mais moi, c'est mon rêve de faire koh » et ceux qui disent « Ah mais moi, mais jamais je voudrais faire koh ». C'est-à-dire que tu regardes une émission et tu te poses la question si oui ou non, tu voudrais faire ce que tu regardes. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu regardes, tu vas commencer à avoir un questionnement particulier. Est-ce que je veux ou pas faire ce que je vois? Une autre façon de voir les choses, c'est que tu regardes une autre émission, par exemple The Voice, la musique. Bon, soit tu rêves de faire ça, tu commences à te projeter, comment je m'habille, qu'est-ce que je chanterais pour gagner le concours. Bon, mais si ça ne t'intéresse pas du tout, tu peux être surpris quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, de chantonner sous ta douche une petite chanson que tu as entendue où? Dans l'émission que tu as regardée quelques heures avant. Autrement dit, ce que tu regardes va influencer ton questionnement, va influencer ton imaginaire, et va faire que sans te rendre compte, ces images vont revenir à des moments où tout à fait inopportunes, voilà, et puis ça va commencer à te mettre des idées dans la tête. J'aime beaucoup le slogan de Canal+, c'est peut-être un peu ironique de dire ça quand on connaît à quel point Canal+ diffuse du porno, mais Canal+ a un slogan qui est génial, qui dit « Ne confiez pas votre imaginaire à n'importe qui ». Ne confiez pas votre imaginaire à n'importe qui. C'est très fort de dire ça. Ce qu'on va regarder, c'est pour ça que vous, en tant que parents ou que grands-parents qui vous nous écoutez, choisissez avec votre enfant des bons films, des bonnes séries qui vont mettre des idées chouettes dans la tête de vos enfants, parce que ce qu'on va regarder va influencer notre vie et nos comportements, et particulièrement aussi nos questionnements, nos désirs et nos fantasmes. Et si je peux me permettre encore d'aller un tout petit peu plus loin, c'est que donc, si vous avez bien suivi, la pornographie, c'est une représentation de fantasmes. Quand on va voir certaines images, notre cerveau va être habitué à être excité par un certain scénario. Une fois qu'on l'a vécu, qu'on a eu du plaisir en regardant ce scénario-là, le cerveau va chercher à une excitation un peu plus un peu plus forte. Et donc, il va falloir transgresser davantage les interdits, c'est-à-dire chercher un fantasme qui est un peu plus transgressif encore et encore. De plus en plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une modification au niveau des fantasmes. À force de consommer de la pornographie, on va aller de plus en plus loin dans la recherche de fantasmes de plus en plus transgressifs, c'est-à-dire de plus en plus violents, de plus en plus dégradants. Et voilà pourquoi la pornographie aujourd'hui est très violente, parce qu'on va chercher des choses. En fait, c'est comme si on va chercher des doses plus fortes pour ressentir l'excitation sexuelle. Une sorte de Donc drogue, ça influence nos fantasmes et ça met des idées dans la tête que jamais, au grand jamais, tu n'aurais eu si tu n'avais pas été exposé à les images pornographiques. Et ça se retrouve chez Claude Parizeau. Voilà, exactement, qui va après réparer tous les soucis. Mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est aussi par rapport à l'imagination. Tu parlais d'imagination, ce qui est déjà les écrans. Le fait qu'il y ait beaucoup d'écrans, ça diminue. Il y a pas mal d'études qui sont faites, c'est que ça diminue aussi l'espace lié parce qu'il faut du temps pour imaginer les enfants qui s'ennuient. Tu vois, l'ennui aujourd'hui, les enfants, c'est l'horreur. 5 minutes sans rien faire, c'est le vide total. Mais laissez vos enfants s'ennuyer. Mais oui, mais c'est dans cet espace-là qu'on peut justement travailler l'imaginaire et aussi réguler, on va dire, au niveau neuronal. C'est à cet endroit-là que ça se fait aussi. Et c'est ça qui manque. Et c'est vrai que la pornographie, avec les images, enlève toute cet imaginaire que avant je me souviens, moi, que j'ai regardé en cachette, j'avais 14 ans, les Lui ou les trucs photos, et c'était des images érotiques, mais il y avait tout l'imaginaire qui pouvait entrer en compte, et je construis... C'était figé en plus, donc... Exactement, mais voilà, c'était figé, mais c'était pas intrusif, c'est-à-dire on y allait, puis en plus, quand on y va pour aller voir ça, c'est pas comme là où ça arrive, où il y a un phénomène d'intrusion.
Donc moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment de réexpliquer que ralentir pour sentir. Alors moi, c'est mon truc, c'est ralentir. Parce que si on ralentit pas, on peut rien sentir. Mm. Et nous, on a éduqué les hommes, par exemple, à beaucoup être efficaces, à être dans l'action et tout le Être temps rapide, du coup. rapide. Et en plus, la société Performant. aussi nous emmène dans la rapidité. Et c'est ce qui fait que la sexualité, plus, moi je rajoute la pornographie, les images pornographiques Mm. rajoutent à ça, c'est qu'il y a une volonté, il n'y a aucun ressenti. C'est-à-dire que la sexualité, c'est quelque chose dans le corps, dans le ressenti. Là, c'est que dans le visuel et c'est que dans des images dans la tête qu'on va projeter sur l'autre. Il n'y a plus de relation. C'est ça le problème aussi. C'est qu'il n'y a aucune relation. Des enfants tout jeunes apprennent juste à baiser, entre guillemets, mais plus à faire l'amour. Et moi, c'est là que j'essaye de réguler, c'est-à-dire qu'en parlant de ma propre expérience, bien sûr, parce que moi j'ai beaucoup cheminé sur la sexualité, beaucoup aussi, et je suis aussi sexothérapeute, donc j'ai fait des formations là-dessus. Et c'est apprendre aussi aux hommes à aller à l'intérieur d'eux et aussi à se mettre dans l'empathie et aussi avoir de l'empathie. Parce que dans le couple, ce qui se passe, c'est que l'homme, quand il est dans sa pulsion, l'autre n'existe plus. Et donc, c'est comment on fait pour réapprendre à être dans la relation et comment on fait pour gérer ses pulsions. C'est toutes ces choses-là qu'on fait à travers des exercices de connexion. Nous, il y a la méthode Imago pour ça. On parle de sexualité, mais en apprenant à écouter l'autre dans son monde et de voir la vérité que chacun a, parce que c'est important que c'est deux mondes différents, mais c'est chacun a sa vérité, et aussi d'apprendre à comprendre l'autre, donc avoir de l'empathie sur ce que l'autre vit. Et on fait des exercices dans le corps pour ressentir dans le corps, à deux, et aussi pour se connecter dans la lenteur. Donc là, moi, c'est plus par le corps, par la danse, mais pas de la danse codifiée, de la danse, on va dire, du mouvement corporel D'accord. avec la musique, et aussi par des exercices en chambre où on apprend à avoir une sexualité différente. Ça vient du slow sex. On n'a pas entendu aujourd'hui parler du slow sex, bien que dans mon dernier stage, le tantra, il y en a beaucoup d'hommes ne savaient pas ce que c'était. Donc Mm. je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas. J'ai envie de vous poser une question que j'aurais dû vous poser au départ, l'un et l'autre. Est-ce que c'est fichu? Comment on fait une fois que c'est quand même difficile d'en Alors, sortir, hein, Thérèse? Un enfant de 12 ans, regardez, là, dans la croix, j'invite les auditeurs à lire ce dossier fantastique. Vous n'intervenez ni l'un ni l'autre. Pour autant, c'est quand même intéressant. Il y a des chiffres et des témoignages assez édifiants, notamment un garçon qui raconte qu'à 12 ans, un jeune homme, pardon, qui a commencé à 12 ans et qui dit qu'il est incapable de faire l'amour à sa fiancée. Voilà, enfin bref, que c'est une catastrophe. Comment on en sort? Est-ce que c'est toujours possible, Thérèse? alors, moi, si je viens vous en parler aujourd'hui, c'est parce que je suis archi persuadée qu'on peut en sortir. Sinon, je ne viendrais pas, je resterais, je ferais autre chose, Tout si pareil. j'étais désespérée. Donc, moi, j'ai un message vraiment d'espérance sur ce sujet. Et je pense qu'on peut tout à fait, non seulement s'en sortir, mais en plus, on peut remporter ce combat contre le porno. Je suis certaine que dans quelques années, on aura gagné. Et mes enfants me diront: ah bon, maman, t'allais parler de ce sujet-là à la radio? Alors que ce sera une évidence pour tout le monde que la pornographie pose problème et qu'on aura mis en place des protections pour les mineurs. Moi, j'en suis persuadée. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans, dans 20 ans, et vous direz que j'avais raison. Je suis sûre et certaine d'avoir raison sur ce sujet. C'est absolument mégalo, prétentieux, tout ce que vous voulez. Mais je sais qu'il y a un problème et je suis sûre qu'à un moment, on va s'en rendre compte collectivement et qu'on fera quelque chose pour changer les choses. Alors, d'un point de vue individuel et personnel, Est-ce qu'on le peut en jour... parler après, Anaïs? Ça Oui, vous ennuie pas? bien Parce que sinon, sûr. je vais me faire gronder derrière la vitre par le monsieur Ouais. avec sa barbe. Je n'embrasse pas les garçons, paraît-il. Anaïs, on se retrouve juste après. À tout de suite. Oui, ça va dire non à la pornographie. Quel est l'impact de la pornographie sur la construction affective des enfants? On en parle aujourd'hui avec Thérèse Argot et Claude Parisot. L'un et l'autre, évidemment, nous donnent plein de conseils cet après-midi autour de cette apparition bien souvent inopportune qui nous tombe dessus, qui tombe sur les yeux, qui rencontre les yeux de nos enfants. C'est un peu ça qui se passe. Ça peut arriver à tout moment. Je parlais effectivement de ce témoignage. Je n'ai pas précisé, pardon, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, de ce dossier dans la Croix du lundi 23 octobre à retrouver évidemment sur Internet, puisque si vous n'êtes pas abonné à la Croix, vous aurez du mal à le retrouver, mais ça se retrouve très facilement sur Internet. Alors, ce petit témoignage qui en dit long, effectivement, l'un et l'autre. Je vous parlais de ce jeune homme de 12 ans d'une famille catholique. Il raconte très simplement qu'il était ensuite en internat, qu'il a commencé à 12 ans le porno de façon de plus en plus régulière, de plus en plus choquante. Il dit ceci: je regardais de plus en plus souvent et des contenus de plus en plus choquants. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête, mais c'était plus fort que moi. Le manque de sommeil faisait qu'il se réveillait la nuit et qu'il continuait à regarder ces images pornographiques. Il y a 1 an, j'ai eu une relation avec une fille, dit-il, mais ça s'est mal passé. Mon corps ne réagissait pas. J'étais habituée à des shoots de dopamine tellement forts que la réalité me semblait plate, et puis mon regard sur la femme est tellement matrixé.
Thérèse et Claude. Ça en Ouais. dit long, hein? Ça en dit long, c'est tous les jours que moi que j'entends des témoignages comme ceux-là. Ouais. Et c'est courageux de l'avoir dit, parce qu'il faut que les gens puissent entendre ce qui se passe là. Alors, on peut quand même en sortir. On peut en sortir si, en fait, on arrive à comprendre non seulement qu'on a été abusé, je pèse mes mots quand je dis ça, quand on avait 12 ans, par cette industrie qui nous a... Voilà, on a vu ces images-là, et qu'on arrive à traiter le traumatisme, à la fois ce que ça a pu nous faire, et puis quelles ont été les conséquences dans notre vie. Ça veut dire que si on s'en ouvre, qu'on en parle et qu'on traite ça, on peut s'en sortir. Vraiment, c'est possible. C'est important de le dire. On n'est pas condamné à avoir une vie sexuelle déplorable parce qu'on est exposé aux images pornographiques. Pas du tout. Moi, personnellement, pendant des années, ça fait quand maintenant je vieillis, donc ça fait longtemps maintenant, ça fait presque plus de 15 ans que je travaille sur ce sujet de la pornographie. Et dans Quel mon courage. cabinet, ouais, j'en ai un peu ras-le-bol, mais en même temps, il faut bien faire quelque chose. J'avais à peu près un tiers de mes patients, enfin les gens que j'accompagnais, qui étaient addicts au porno. À force de les écouter toute la journée, j'ai créé une méthode pour arrêter de regarder les images pornographiques, une méthode que j'ai mise après en place sur Internet avec un espèce de parcours en ligne qui est très accessible, financièrement aussi qui est très accessible, et qui permet déjà de faire énormément de chemin. La plupart des gens arrêtent de regarder la pornographie à la suite de ce parcours. D'autres reviennent après en consultation avec une problématique plus spécifique en comprenant finalement la place que le porno prend dans leur vie aujourd'hui. Et donc après, on fait un travail thérapeutique pour pouvoir réparer ce qui a été abîmé. Donc on peut vraiment s'en sortir à ce niveau-là. Et je pense aussi que on peut aussi s'en sortir parce que si le gouvernement commence à vraiment prendre ce problème sérieusement et mettre en place des protections pour que les mineurs ne tombent pas sur ces images-là, on peut y arriver aussi. Et on peut aussi y arriver avec de la prévention en milieu scolaire, c'est-à-dire pas seulement au milieu familial, mais que tout le monde puisse entendre aussi voilà, ce que c'est et pourquoi ça pose problème. Donc, voilà. Donc en fait, on a une stratégie gagnante qu'on peut mettre en place pour sortir de cette emprise de la Ouais. pornographie. Il faut juste l'appliquer. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour Ouais, l'appliquer. absolument. Pour s'en Pour sortir éviter et d'être pour gagner ce combat. Mais oui, être matrixé, ce terme est quand même lourd de... Enfin, c'est un mot qui est bien choisi, bien trouvé finalement. Une espèce de défait, une dissociation matrixée, quoi. Matrix, oui, c'est parce que c'est que du vent, quoi. C'est que un univers Ouais. parallèle, c'est pas la réalité. La sexualité, on disait tout à l'heure en pause là que tu vois, ça existe au Québec aussi. Quand j'y étais, là, quand je vivais au Québec, il y avait des opérations qui étaient mises pour faire de l'information sur la sexualité à l'école, mais tout jeune, parce que c'est là que ça se passe. Avant qu'ils aient, comme on dit, à partir de 9 ans, un tiers des enfants là-bas aussi ont des images, ont vu des films pornographiques ou bien des séquences pornographiques. Et aussi, moi, je dirais que ce qui me vient, c'est apprendre aussi l'empathie, de comprendre que cette sexualité-là, les femmes, ça leur plaît pas aussi. Je parle en tant qu'homme. C'est qu'ils ont l'impression que même quand elles disent non, il y a un oui derrière. Ça, c'est le truc classique. Même quand elles disent non, derrière, c'est un oui. Toutes ces croyances. Puis il y a aussi, chez les femmes, la croyance qu'il faut faire plaisir à leurs hommes. Je voyais dans le dernier stage sexualité combien toutes, elles avaient une culpabilité de pas donner à leur compagnon ce qu'ils voulaient, mais elles ne pouvaient plus parce que à force de dire oui, à un moment donné, à l'intérieur, c'est tellement fermé qu'elles le vivent comme un abus, l'acte sexuel. Mais si les hommes peuvent entendre ça, parce qu'elles n'osent pas, puisqu'il y a le message qu'on a de génération en génération qu'il faut flair à son homme, que l'homme en a besoin, ce qui est complètement faux, parce que les deux ont envie de sexualité et ont autant de besoins quand on étudie sur ce sujet-là. Ouais. Mais il y a tellement de croyances limitantes. C'est incroyable quand on sépare. Moi, j'adore séparer les hommes à un moment et séparer les femmes. Et on en parle vraiment, mais on en parle comment dire, on en parle en partageant. Sans Ça tabou reste, pour ça le reste coup. dans non, mais ça Ah reste oui, dans le groupe. Moi, j'ai perdu le mot, mais en huis clos. voilà, en huis clos. Mais après, quand on partage avec les femmes ce qu'on a envie de partager, juste, mais de voir combien on a envie des mêmes choses, combien il y a de la souffrance des deux côtés. La seule façon d'en sortir aussi, quand on est adulte, en tout cas, là, Thérèse disait, et je suis d'accord avec tout ce qu'on peut faire en amont, et après aux adultes aussi, de commencer à voir ce que c'est que la sexualité aussi. Que la sexualité, au début, il y a les hormones, on fait l'amour, on se pose pas de questions, on saute dessus, et pourquoi pas, toutes les formes d'amour, c'est super. Mais à un moment donné, au bout de quelques années, quand on est ensemble, s'il n'y a pas une écoute, s'il n'y a pas de la connexion, s'il n'y a pas des préliminaires, et les préliminaires, il y en a dès le début, hein, c'est pas ce que je dis, c'est que si il y a vraiment une communication là-dessus, on peut cheminer ensemble et avoir une bonne sexualité toute sa vie. C'est Ouais. ça que j'observe.
Donc comme quoi, il y a quand même des issues de secours, si je puis dire. Plus que ça. Ouais. Thérèse Argot, on n'a pas beaucoup parlé sur les filles. Parce qu'on va parler des petits garçons et des petites filles. Quand Ah elles non, tombent les filles dessus, ça sont. fait quoi? En fait, moi, j'en ai pas parlé parce que ça me semble une telle évidence, mais il faut rappeler les évidences. Les filles sont autant exposées que les garçons à la pornographie, hein. Donc, il faut arrêter de penser que c'est un problème de garçons. C'est aussi un problème pour les filles, bien sûr. Donc là, j'entends déjà les parents de petites filles me dire: Ah, mais moi, je suis pas concernée par la question de la pornographie, j'ai que des filles. Non, 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 c'est autant concerné que si vous avez des garçons. Donc, on arrête cette idée-là complètement fausse. Et les filles peuvent être aussi addictes au porno autant que les garçons. Alors c'est vrai que la production actuelle est fabriquée majoritairement par des hommes et pour des hommes, mais il n'empêche que des filles peuvent tomber. Le phénomène d'addiction va fonctionner aussi chez les femmes. De la même façon? De la même façon, bien sûr. Les filles, et en fait, le problème pour les femmes, et pour les petites filles, les jeunes filles et les femmes, c'est qu'il y a une culpabilité supplémentaire, puisque comme on pense que c'est un problème de garçons, quand elles-mêmes sont sous l'emprise de la pornographie, elles n'osent pas en parler en pensant qu'elles sont particulièrement perverses, tordues, pour regarder quelque chose qui est fait au départ pour les Pour garçons. les hommes. Donc c'est très, 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 très important que les adultes qui parlent de la pornographie expliquent bien que les filles sont aussi concernées pour déculpabiliser les jeunes filles qui seraient exposées à ces images-là. Donc attention aussi à notre discours, parce qu'on le connaît, hein, le discours qui est de dire le problème de la masturbation, la pornographie chez les garçons, un discours souvent dans des milieux plus religieux, on a un peu associé les deux. D'ailleurs, masturbation et pornographie, moi je vous encourage à dissocier les deux, c'est pas la même problématique. Donc voilà, et de comprendre que c'est un phénomène de société. Mais je voudrais revenir quand même sur un point très important, et quitte à choquer, mais bon, c'est ma spécialité. C'est qu'on parle aujourd'hui dans cette émission de l'exposition des mineurs aux images pornographiques, mais on vous invite, vous, en tant que parents ou grands-parents, d'oser parler de ce sujet-là à vos enfants. Mais ça veut dire aussi de savoir, et vous en êtes où par rapport à ce sujet de la pornographie? Et dans votre couple, est-ce que vous arrivez à en parler? Et est-ce que l'un des deux en consomme ou les deux vous en consommez? Interroger sa propre consommation ou la consommation de son conjoint, c'est nécessaire. Et il me semble quand même fondamental de dire que ce qui est mauvais pour un enfant, un collégien et un lycéen ne devient pas soudainement très très bon pour un adulte. Ouais. Moi, je ne peux plus supporter et entendre cette expression de film pour adultes. Il faut bannir cette expression. Elle ne peut plus exister aujourd'hui. On ne dit pas que ce sont des films pour adultes, comme si nous, en tant qu'adultes, on regarde ça. Ah non, non, je suis un adulte et je ne regarde pas ça. Ce n'est pas fait pour les adultes. C'est fait mauvais pour tout le monde, gagner en de l'argent. Voilà. Et pour moi, je pense que c'est mauvais pour tout le monde. La pornographie telle qu'on l'a décrite aujourd'hui dans cette émission est mauvaise pour tout le monde. Fumer quand on est enfant, adolescent, adulte, fumer quand on est une femme, un homme, fumer quand on est enceinte ou quand on est malade ou quand on est vieux, ne change rien au fait que fumer tue. Fumer une fois par jour, par mois, par semaine, par an, ne change rien au fait que fumer tue. Eh bien, c'est la même chose avec la pornographie. La pornographie en soi est mauvaise, elle pose en soi problème, quel que soit l'âge, et elle pose aussi problème chez les adultes. Et je fais une grande distinction entre la pornographie et l'érotisme. L'érotisme, c'est autre chose. Je pense qu'il n'y a rien de bon dans le porno, alors que l'érotisme est nécessaire à la vie sexuelle épanouie. L'érotisme, c'est une production artistique qui vise à éveiller le désir, la créativité et l'imagination. Ce sont deux choses très différentes qu'on a tendance à confondre, malheureusement, que je vous encourage à dissocier. Pornographie et érotisme, c'est pas la même chose. La pornographie cherche à faire du profit, c'est un support à la masturbation. L'érotisme cherche à éveiller donc la créativité et l'imagination. C'est une production artistique, et donc l'intention n'est pas du tout la même et n'a pas du tout les mêmes effets. Donc voilà, moi je suis très pro-érotisme, je suis très pro-sexe, vous le savez, par aussi ce métier de sexologue. Je suis vraiment, mon objectif, pourquoi je suis en lutte contre la pornographie, c'est parce que mon objectif c'est de réaliser ce projet de libération sexuelle, d'être libre dans sa sexualité, dans ses amours. C'est magnifique, c'est moi, je me bats pour ça, et je sais que mon ennemi numéro 1, c'est la pornographie. Mais voilà, et aussi pour les adultes. Je sais que ça va déranger en disant ça, mais il est temps aujourd'hui d'interroger aussi la question chez les adultes. C'est ce que je fais avec mon prochain livre, mais voilà, ça va. Moi, je m'occupe plus des adultes, et c'est vrai que, par exemple, dans les couples où l'homme, c'est très souvent quand même l'homme, en tout cas dans les consultations, consomme de la pornographie, il n'y a plus de sexe dans le couple. Et oui, et c'est vrai qu'avec la pornographie, il n'y a pas besoin d'être en relation. En fait, c'est direct, il n'y a pas de non, il n'y a pas de non, elle dit toujours oui. la relation, finalement. Ah, mais complètement. Parce qu'il y a toujours un oui, c'est comme si c'était... Après, il y a vraiment des projections, et c'est vrai que c'est plus simple, il y a comme une paresse qui est là, et il y a aussi le fait que ça éloigne les partenaires, et plus on s'éloigne, moins on en parle, et moins on en parle, plus on s'éloigne. De toute façon, les deux nous éloignent. Donc c'est vraiment un vrai problème aussi à cet endroit-là. Moi, c'est à cet endroit-là que je travaille, c'est plus de voir
pourquoi il y a de la pornographie, parce que souvent aussi, nous, dans notre travail, c'est de voir en dessous du problème. Le problème n'est pas le problème. Donc, et c'est aussi de parler très souvent, il y a des difficultés juste relationnelles, des difficultés de communication, d'oser dire ses besoins, d'oser dire ses envies, d'oser dire ses limites. Chez la femme, des difficultés à dire ses limites ou un non, parce que peur de ne pas satisfaire. Et chez l'homme, déjà, dire ses envies, c'est difficile parce qu'il ne sait même pas. Parce que c'est la pornographie qui a pris le relais. Il ne sait pas. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Puis, oui, parce que pour ça, sentir ses envies, il faut sentir. Et pour sentir, il faut ralentir. On est toujours là. Et on est dans un monde où on ne ralentit pas et on ne sent de moins en moins. Et ce qui fait que quand on ne sent pas non plus, qu'est-ce qui se fait? On ne se met plus à la place de l'autre. L'empathie, c'est ça, c'est avoir du temps de se mettre à la place de l'autre. On ne le prend pas. Et c'est là qu'on fait du mal. Alors, et l'émission touche bientôt à sa fin, mais pas tout de suite encore. J'avais envie de vous demander à l'un et à l'autre quels sont pour les parents qui débarquent un peu cet après-midi, qui s'interrogent sur quels sont éventuellement les symptômes visibles quand l'enfant, parce que vous l'avez dit, Thérèse et Claude, vous l'avez dit aussi, le grand problème finalement pour discerner, pour essayer de savoir si notre enfant est déjà malheureusement côtoyer des images pornographiques ou s'il est même addict, avant qu'il ne soit trop tard. Quels sont les espèces de symptômes? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des signaux, en tout cas, qui peuvent nous alarmer, nous alerter à la maison? Je ne sais pas, en observant nos enfants, Thérèse Ergaud. Alors, c'est toute la problématique de la pornographie. Moi, je dis toujours que c'est la drogue des gentils garçons et des gentilles filles. Parce que c'est la drogue qui ne se voit pas. Et donc, c'est la plus grande complexité avec ce sujet-là. Si votre enfant fume du cannabis, s'il prend de la cocaïne, s'il prend de l'alcool ou qu'il a n'importe quelle drogue, vous allez à un moment finir par le voir, même de la simple cigarette. Alors que exactement. Alors que le porno, ça peut s'installer pendant des années. Mais quand j'ai des années, c'est pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, des gens, et sans que personne ne voit rien et ne puisse rien imaginer. Et voilà toute la difficulté avec la pornographie, c'est que ça ne se voit pas, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de, on ne peut rien percevoir en tant que tel. Alors, il y a des petits éléments qu'on peut quand même un petit peu voir, mais ça ne suffira pas. Par exemple, on peut voir des problématiques au niveau scolaire, on a un coup une chute des notes, on peut s'interroger, c'est toujours peut-être un peu plus d'agressivité, en fait des signes un peu de malaise de l'enfant, on peut se poser cette question-là. Mais comme on le ferait pour n'importe quelle autre chose, il n'y a pas un signe spécifique qui montre que c'est à cet endroit-là que ça se passe. C'est pour ça que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer. C'est pour ça qu'il faut en parler. On n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Oui, on n'a pas d'autre choix que d'en parler. Et pareil, dans son couple, tu ne peux pas savoir si ton mari consomme du porno. C'est impossible. Moi, j'ai tous les jours des femmes qui me contactent parce qu'elles découvrent que leur mari regarde du porno. Ça a pu s'installer pendant des mois, plutôt des années, des dizaines d'années. Elles n'ont rien vu, rien perçu, et elles étaient malheureuses dans leur sexualité. En un coup, elles ont enfin la pièce du puzzle qui leur manquait, et ça peut s'installer pendant des années. Et alors pourquoi je disais que la drogue des gentils garçons et des gentilles filles? Parce que justement, c'est la bonne drogue pour les gens qui ont besoin de renvoyer une bonne image d'eux. C'est-à-dire que quand on a un malaise, on peut trouver des moyens pour essayer de l'évacuer. Bon, je parlais de différents types de drogues, l'alcool, la drogue, le cannabis, tout ce que vous voulez. Mais ça va se voir. Alors que l'intérêt du porno, c'est qu'en 2-3 clics, on a accès à une drogue qui est gratuite, qui est méga efficace et qui permet d'évacuer toutes ces émotions désagréables qu'on a accumulées tout au long de la journée ou de la semaine. Pouf, ça part. Et donc, personne ne voit rien. Et on peut continuer à jouer le gentil papa, le gentil époux, la gentille maman, la gentille épouse, le garçon sage qui travaille bien, qui est dans la bonne petite école comme il faut et qui fait les bonnes petites études comme il faut. Personne ne voit rien. Et voilà pourquoi... voilà. Voilà pourquoi il faut s'intéresser à votre fille, par exemple. Voilà, donc on va se revoir, on va en reparler. En janvier, certainement, dans le couple, notamment Thérèse Ergaud. Merci, Claude Parizeau. Merci à vous également. Et bien, bon courage à tous les parents qui nous écoutent. Merci, Marianne. Merci.